dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des marchés de capitaux et notamment des introductions en bourse au terme de cette année 2024. Nous en parlons avec un spécialiste, partenaire et responsable des marchés de capitaux chez Bryan Garnier. C'est Pierre Keikolt-Val qui est à mes côtés. Pierre, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. On s'était vu au cours de cette année 2024 pour évoquer déjà les introductions en bourse, notamment sur la partie européenne, mais pas uniquement. On se revoit quelques mois après, en fin d'année 2024. Pierre, ouais. Quel est le bilan que vous dressez? Alors, en termes de nombre d'opérations, et puis la qualité des opérations et la qualité de ce que ces entreprises qui sont venues se coter sur les marchés ont pu délivrer pour leurs nouveaux actionnaires à l'issue de cette année 2024. Très bonne question. Alors, je pense que cette année, en 2024, on est plutôt sur la qualité que la quantité. Donc d'abord, ça c'est une très belle chose parce qu'il y a moins d'offres et en fait, les banquiers, les intermédiaires et surtout les investisseurs qui votent avec leur intérêt, ils disaient cette année, les gars, uniquement les meilleurs candidats. Et la crème de la crème. La crème de la crème. Et en fait, c'est très très bien parce qu'on est dans un stade où il faut que les marchés s'ouvrent, il faut qu'on ait cette réouverture et bien sûr, j'espère qu'on va démarrer avec les meilleurs candidats qui vont délivrer les meilleurs retours et rendements pour les investisseurs du public. Et c'est ça qu'on a vu. En France, c'est très intéressant, par exemple. Je pense qu'il y avait très peu d'IPO. Il y avait deux d'une certaine taille, Exosens et Planisware. Planisware, c'est un exemple très intéressant parce qu'en fait, ils ont raté leur premier essai. Mais ils ont appris. Ils ont discuté avec les investisseurs, ils ont changé un petit peu leur méthode pour faire l'exécution de l'IPO, et c'était un réussi, mais extra. Grand succès. Grand succès. Ouais. J'ai regardé aujourd'hui, je pensais que mon équipe a fait une erreur. Avec la perf est 70%. Mais parce qu'on n'a pas vu ça depuis des années. À la Bourse de Paris spécifiquement, une entreprise dont la performance boursière est positive plusieurs mois après l'introduction en bourse, ça fait des années qu'on n'a pas vu ça. Donc c'est très très bien qu'on a un exemple et après on va construire avec un deuxième exemple en 25, troisième exemple. Et c'est ça comment on va construire et on va voir les gens revenir vers la bourse. Au-delà de Planisware, qui a été un grand succès important pour la Bourse de Paris, mais qui reste une opération relativement limitée en termes de taille, est-ce qu'on a vu d'autres grandes opérations sur nos marchés, des marchés européens ou anglo-saxons, américains, qui ont été emblématiques aussi de la qualité, justement, de ces dossiers d'introduction en bourse, Pierre? C'était plutôt dans la première semestre. Parce que deuxième semestre, on avait les élections présidentielles américaines. Et ça a compliqué pour les IPO. Le marché d'augmentation de capital, le marché de follow-on, ça a continué. Donc, côté IPO, les grands succès avec des volumes, c'était plutôt premier semestre. Il y avait quelques jolies boîtes aussi. Il y avait des boîtes en Espagne qui étaient des boîtes de qualité. La perf n'est pas comme Planisware ou Galderma en Suisse, mais c'est des jolies boîtes. Donc je pense qu'avec le temps, ils vont rattraper un petit peu ces pertes qui étaient petites pertes. Qu'est-ce que ça nous dit aussi de l'état d'esprit des investisseurs? Vous l'avez dit au démarrage, Pierre, les investisseurs qu'on interrogeait en début d'année sur leur appétit pour des nouveaux dossiers en bourse, du primaire, comme on dit, ils ont dit, les gars, cette année, on veut bien, mais ce sera la qualité, la crème de la crème. Est-ce que ça veut dire qu'on a aussi en face de nous des investisseurs qui ont besoin, alors, qui ne veulent pas baisser en qualité, mais qui ont besoin de nouvelles idées? Est-ce qu'il y a une forme d'épuisement aussi des thèmes, des idées dans le marché? Je pense à tout le compartiment technologique ou en tout cas à l'innovation en général. Est-ce que là, il y a un gros besoin de renouvellement? Et ça, c'est très intéressant parce que il y a toujours le marché secondaire qui signale, en fait, que quand ça commence à monter trop, qu'il y a un petit peu trop de demande. Ça veut dire que les investisseurs cherchent des nouvelles opportunités à déployer. Et maintenant, on voit aux États-Unis qu'encore en 2024, comme en 2023, il y a 6 ou 8 ou 10 titres, 10 actions qui ont fait la performance. Et les investisseurs commencent à dire... Mais ça, c'est un peu dangereux. Donc, on cherche une diversification.
on aime la thématique AI, Ouais. on aime Google, Meta, etc., mais ça commence à être un peu dangereux. Donc, on cherche des nouvelles idées, on est prêt à déployer. Et c'est là quand le marché d'IPO commence à réagir. Parce que le marché d'IPO, ça peut apporter ces offres Bien sûr. que les investisseurs demandent de trouver. Ouais. Et en termes de thématique, ça commence à être très intéressant parce que avec l'IPO de Klarna, qui va être dans un sens un petit peu comme l'IPO de ARM. ARM qui était vraiment les Oui. puces. Donc ARM, on est dans l'infrastructure Voilà. logicielle. Klarna, on est dans l'usage, puisque c'est la plus grosse fintech non cotée du monde, Voilà. c'est ça, Oui. Pierre? Fintech suédoise, hein, Klarna. Fintech suédoise, mais avec une plateforme mondiale, surtout aux États-Unis. Et ça, on va voir cette thématique de fintech avec les nouveaux rails qu'ils ont construits pour faciliter des paiements instants, etc. Et on va voir ça. Il y a aussi tout ce qui est l'infrastructure de e-commerce. Donc, je parle par exemple des sociétés françaises comme Miracle. Ah. Oui. Pas qu'ils vont faire une IPO, mais dans le métier, il y a pas mal des sociétés françaises, européennes dans cette nouvelle génération des boîtes tech qui sont en train de faire des préparations. Ouais, et ça porte vraiment des nouvelles histoires et des nouvelles opportunités. Ça veut dire, je me mettais du côté des investisseurs tout à l'heure qui ont besoin de nouvelles idées, qui ont besoin de diversifier effectivement leur portefeuille technologique. Si je me mets à la place des fondateurs de ces sociétés innovantes, de ces nouvelles sociétés, ils ont toujours envie d'aller en bourse à un certain stage, en tout cas, Pierre. J'en rencontre quelques-uns des start-upers et de temps en temps, je leur dis, moi, la bourse m'intéresse. Est-ce que... Ah voilà, jamais. Ça ne m'intéresse pas. C'est très early stage. Hein. Je parle de start-upers qui sont à des stages encore très précoces. Ouais. Mais sur des boîtes du type de Klarna, ça a été longtemps dans le privé, Klarna, quand même. Et ça a valu quoi? Peut-être 40, 50, 60 milliards à un moment dans le privé, c'est ça, Pierre? Niveau, oui, exactement. À ce moment-là, quand on pèse 60 milliards dans le privé, on se dit, mais pourquoi est-ce que j'irais m'embêter En fait, c'est très intéressant la question, parce que quand on parle aux fondateurs, même Planisware, il y a un moment, après 2 ou 3 tours, quelques années dans les mains des privés, c'est des mains qui leur aident beaucoup, mais qui sont aussi les mains assez dures. Et ils cherchent dans un sens de leur liberté. Et c'est un peu bizarre parce que vous dites, allez, il faut aller à la bourse pour trouver ma liberté, mais comment c'est? Un peu paradoxal. Un peu paradoxal, mais en fait c'est ça, parce qu'avec la bourse, les investisseurs demandent certaines choses, mais pas au même niveau que les investisseurs privés. Et c'est là où ils commencent à respirer, on dirait. Et donc oui, pour quelques fondateurs qui arrivent à un certain moment, aussi avec le business qui est peut-être au moment où ils vont vraiment lancer leur profil mondial, il n'y a pas mieux que la bourse. Il n'y a pas mieux. Et donc, ils commencent à réaliser. Comment se pose la question du choix de la place de cotation aujourd'hui pour, en l'occurrence, des entreprises européennes comme Klarna? Pierre, Klarna, ils y ont répondu. Ils ont dit ce sera New York. J'ai fait une petite liste. Alors, ce n'est pas forcément des IPO, mais il y a encore une semaine ou deux, Just Eat Takeaway, qui était coté et à Londres et à Amsterdam, a décidé d'abandonner. Enfin, toutes les places financières sont sous pression concurrentielle aujourd'hui. Londres, Just Eat Takeaway nous dit c'est trop cher, trop de paperasse, trop cher. On parle de Londres, hein, donc vous imaginez. Donc, ce sera uniquement Amsterdam. Je reviens pas sur Total Energy qui va avoir sans doute une double cotation à New York. Linde, il y a déjà 2 ans de ça, première capitalisation du DAX, quitte l'indice allemand pour aller se coter sur le marché américain. À chaque fois, il y a plein de bonnes raisons, des raisons valables, des raisons spécifiques aussi au cas de l'entreprise. Tikeo, dans le domaine financier qu'on connaît bien ici, coté à Paris en France, se dit que si je veux apparaître comme le Blackstone de demain, ce sera peut-être mieux à New York, etc., etc. Ça devient compliqué de choisir une place de cotation en Europe pour des entreprises. Est-ce que c'est grave? Moi, je regarde ces questions dans plusieurs dimensions. D'accord? J'ai une perspective assez macro. Ça veut dire que nous, on participe dans une communauté transatlantique, financière, économique. Ça veut dire qu'il y a des belles boîtes européennes
il y a un appétit de risque et du capital risque qui existe aux États-Unis. Mais il ne faut pas oublier que ce capital de risque a un tiers qui vient de l'Europe. Et en fait, il y a un cycle où ces investisseurs de Sequoia ou KKR, etc., ils investissent dans les belles boîtes européennes et après on complète le cercle des fois avec une IPO, une sortie vis-à-vis la bourse américaine. Mais dans un sens, tout le monde participe parce qu'il y a la capitale qui arrive ici en Europe, il y a peut-être l'emploi qui est créé, il y a des rendements et des retours qui sont créés pour les Américains ou les Européens, etc. Ça, c'est une perspective que j'ai. J'entends. Mais la place de cotation n'est qu'un facteur dans l'équation. Klarna va rendre de l'argent à du capital risque qui eux-mêmes vont le rendre à des clients et des LPs, des partenaires qui sont européens. L'argent de Klarna, s'il va se coter à New York, reviendra quand même en partie aussi en Europe. Exactement. Et donc tout ce capital circule et qui cherche les meilleures sociétés. Alors, c'est vrai que si l'Europe perd toutes ces belles sociétés à Nasdaq ou à New York, il y a une perte, on dirait, de petites économies autour. Mais à New York, tout est électronique maintenant. Donc il y a beaucoup moins d'emplois qui est autour du stock exchange. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de petites économies qui vont être sur place. Donc c'est pas une question... C'est une question difficile. Mais on retourne vers Planisware. Planisware, ils ont fait leur IPO ici à Paris. Ça vaut plus que 2 milliards maintenant. Donc ça, c'est un bel exemple qu'une boîte européenne, française, pour rester en Europe, crée la valeur. Tout le monde est content. Quand il y a des bons dossiers, le marché européen est quand même capable de valoriser des entreprises de qualité. Totalement. Comment vous dites communauté transatlantique, c'est ça? Il faut voir ça comme ça. Il n'y a pas de frontières, quoi. On appartient au même monde. New York Stock Exchange, Nasdaq et Euronext, c'est le même univers, quoi. Parce que le capital lui-même, ça circule. Et donc j'essaie d'utiliser un perspective positive, on dirait. Merci beaucoup, Pierre. Merci de le faire ainsi. Pierre Keikolt-Val, qui est le partenaire et responsable des marchés de capitaux chez Bryan Garnier, qui était l'invité avec nous de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir.